Mais là, je veux pas avoir l'air folle. Là. Moi, c'est Christine Bérubé-Martin. Je suis gaspésienne d'origine Micmac et je suis tout le temps dehors. L'été tire à sa fin et la saison touristique aussi. Cette fois, je pars à la rencontre de producteurs, d'artisans, d'artistes et de passionnés de plein air qui rendent la Gaspésie unique, chacun à leur façon. L'histoire de la Gaspésie, c'est avant tout une histoire de pêche, et surtout de pêche à la morue. Et cette histoire, elle s'est écrite ici, à Passepébiac. Allô, Salut allô! Christine! Salut Lucette! Ça va bien? Ça va bien toi-même? Ah, je te souhaite la bienvenue. Merci! Aujourd'hui, le site historique national de Passepébiac permet de plonger dans cette période marquante de l'histoire gaspésienne et de la revivre. Je suis né dans le fond de la Gaspésie. Du poisson, je vous dis que j'en ai mangé. 1783. Tout part, tout arrive ici à Passepébiac. Ça fait de l'exportation, ça, puis de l'importation. Ah, on va devenir des vedettes. Nous autres, on va paraître dans la gazette. Bonne visite, tout le monde. Lucette m'explique que l'abondance de la morue et les conditions climatiques particulières donnent naissance à un produit qui fera la réputation de la Gaspésie à l'international, le Gaspé-Cure, une morue salée et séchée. C'est autour de ce produit que deux grandes compagnies concurrentes bâtissent, entre le 18e et le 19e siècle, un vaste réseau d'importation et d'exportation. Ici, c'est vraiment la division, la Charles Robin Compagnie, les Le Boutillier. Ça, c'est des deux compagnies, c'est des gens qui nous venaient de l'île de Jersey. Ça a parti avec Charles Robin. OK. C'est Charles Robin qui a installé des postes de pêche tout le long de la côte gaspésienne, Côte-Nord, Nouveau-Brunswick, qui a dit aux gens, vous allez aller pêcher pour moi, moi je vous donne tout ce que vous avez besoin pour vivre. C'est lui là, qui a lancé le commerce ici, qui a fait de Passepébiac sa plaque tournante. La morue salée séchée, dans le fond, c'est ça. On sale notre morue, on l'amène à l'extérieur pour la faire sécher. Par après, il ramène la morue ici et on le met dans le tonneau ici. 448 livres de morue salée séchée. Wow. Et ça prenait 2000 livres de morue fraîche pour faire 448 livres de morue salée séchée. Ensuite, ça part. Le bateau part plein, mais il va revenir plein. Ouais. Ça arrive en Espagne, au Portugal, il échange sa morue pour du sel. Dans les ballots blancs, c'est le tissu qui nous venait d'Italie, le Brésil, le café. Ensuite, on ramène des produits ici, on les met dans les entrepôts, dans les magasins généraux et le commerce est lancé. Ah, nous autres, le site historique, pour nous, c'est sûr que c'est vraiment important. D'abord, c'est l'attrait touristique de la région. C'est notre patrimoine, c'est notre histoire où nos gens, nos grands-parents, c'est vraiment l'histoire des gens de Passepébiac, la pêche à la morue. La morue est un des poissons emblématiques de la Gaspésie. Mais c'est pas le seul. Il y en a un autre, beaucoup plus ancien. Un poisson qui a vécu il y a 380 millions d'années. Pour le découvrir et comprendre son importance évolutive, on se dirige vers le Parc national de Miguasha et son site fossilifère. Allô, allô! Allô, Christine. Salut! Moi, c'est Olivier. Enchanté, Olivier. C'est ici qu'on rencontre Olivier, un grand passionné de l'histoire de la vie. On se trouve dans le bassin où il y avait cet estuaire-là, un estuaire très ancien qui existait au Dévonien il y a 380 millions d'années, qui était près des Appalaches, puis qui accumulait des sédiments qui provenaient de l'érosion des Appalaches. Donc, toutes les strates qu'on voit au-dessus de nous, c'est des dépôts qui ont été faits dans ce milieu aquatique-là, qui n'existe plus. Là. Ça n'a aucun lien avec la baie des Chaleurs. La Terre a changé énormément, mais il faut imaginer un genre d'estuaire tropical qu'il y avait à ce moment-là. Cet environnement-là d'accumulation de sédiments, c'était des super bonnes conditions pour la préservation des fossiles. Au total, dans nos collections, on a plus de 15 000 fossiles qui ont été extraits puis conservés à Miguasha. Puis à ça, on peut rajouter un autre 8 000 fossiles qui est ailleurs dans des institutions à travers le monde. Oh, ouais. Dans le temps où ces sédiments-là étaient en train de s'accumuler, il y a quelque chose de particulier qui se préparait sur la Terre. C'était le passage de l'eau à la Terre chez les vertébrés, donc des poissons qui allaient éventuellement coloniser la terre ferme. Puis à Miguasha, on garde la trace, le vestige de cette grande étape-là dans ces strates-là.
Il y a des poissons de Miguasha. Il y a 2 espèces, je dirais, qui sont très importantes. Stenopteron fordi, qui est surnommé le prince de Miguasha. C'est le premier poisson qui, internationalement, a permis d'illustrer que oui, on vient vraiment d'un poisson. Puis son cousin, qui vient aussi d'ici, qui est Elpi, c'est l'animal actuellement qui est connu, qui est le plus proche de nous, les animaux à 4 pattes. Dans ces nageoires, il y a pas seulement les os équivalents au bras et à l'avant-bras, comme le prince de Miguasha, il y a aussi les os du poignet, Oh, ouais. de la main, et on a identifié 2 phalanges, ouais. On est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre mission, c'est que tout le monde soit fier de savoir qu'on a ce site-là sur notre territoire, puis qu'on continue à l'étudier, puis qu'on continue à le comprendre de plus en plus. Mais là, je veux pas avoir l'air folle. Là. Mais sérieux, je suis pas folle, là. C'en est un, ça. C'est sûr que c'est des algues. T'as vu des algues collées là? Pour bien terminer la journée, on se dirige vers Carleton-sur-Mer où on passera la nuit. Mais avant ça, je viens rencontrer Patrick Dubois, conteur. Depuis 13 ans, chaque été, il présente La Petite Grève, un spectacle de contes sur la plage, au pied du fort. Le mot conte, c'est large. Il y a Ouais. faire du conte, c'est-à-dire c'est comme t'adresser à un auditoire quelconque Ouais. en utilisant ta parole pour livrer ton récit. Puis après, il y a l'objet du conte dedans. Qu'est-ce que tu passes dans la cassette? Et pour moi, le conte, c'est des histoires, c'est des fictions que je vais chercher. Et puis ça peut être que je vais chercher ici, que je vais chercher dans d'autres pays. Ça m'arrive de faire des tournées où j'ai entendu parler de quelque chose et puis je veux cette histoire-là. Il me semble que j'ai envie de l'apporter, cette histoire-là. Fait que je pars la chercher, demander à des gens qui l'apportent s'ils veulent bien me l'offrir. Fait que j'ai fait des tournées à travers le Québec ou même en France où est-ce que j'allais chez des inconnus compter en échange du gîte et du couvert. Puis on me disait « Ah, t'es conteur, toi? Eh bien, je vais te raconter une histoire. » Dans l'esprit de cette tournée, j'invite Patrick à notre hébergement, le temps d'un souper et d'un conte. J'ai quand même un rapport peut-être radical là, à la tradition orale. Je pense que quand j'ai commencé à compter ici, j'avais envie de me radicaliser, j'avais envie d'être plus proche de mes valeurs. Fait que en comptant, j'avais envie d'être plus proche de la tradition orale, pure, si on veut, qui était le bouche à oreille, qui est l'espèce de jeu où est-ce que je te raconte une histoire et puis tu vas l'avoir dans ta mémoire et même l'oubli va jouer là-dedans, va venir enlever des choses et avant que tu le passes à quelqu'un d'autre, sans le savoir, tu vas y avoir ajouté quelque chose. Fait que c'est là où ça devient une œuvre collective. Puis moi, je trouvais ça tellement beau. J'ai commencé en 2012 puis je me disais, hey, on est à une époque où on a besoin de tout photographier, on a besoin de tout filmer. Y a-t-il des choses que ça serait important de pas contaminer avec ces supports-là qui sont figés? Tu sais, on parle d'une matière qui est vivante, mais est-ce qu'elle est encore vivante? Ça peut pas mourir. Moi, j'aimerais qu'une histoire puisse être oubliée. Fait que tout ce jeu-là, moi, j'avais envie de ça. J'avais envie que le conte soit quelque chose de fragile parce que je trouvais que ça en faisait quelque chose de puissant. Jusqu'à tard dans la nuit, Patrick nous a raconté des contes. Il nous a fait voyager à travers le temps, rêver, rire et réfléchir. Vous êtes curieux de savoir ce qu'il nous a raconté? Il n'y a qu'une façon de l'entendre. L'accueillir lors de ses tournées ou aller le voir un soir d'été, sur la plage, au pied du fort de Carleton. Impossible d'être à Carleton-sur-Mer sans passer par le parc régional du Mont-Saint-Joseph. Depuis des siècles, cette montagne est un lieu de rassemblement et de spiritualité, d'abord pour les Premières Nations, puis pour les catholiques. En 1935, une chapelle est construite au sommet pour accueillir les pèlerins de plus en plus nombreux. Puis, en 1989, le site est menacé de fermeture. Des citoyens se mobilisent pour en reprendre la gestion et en préserver l'accès. Une organisation est alors créée pour veiller sur le site. Avec le temps, elle fait évoluer sa mission et développe de nouvelles activités, donnant naissance au parc régional du Mont-Saint-Joseph. Aujourd'hui, Olivier en est le directeur général. On réalisait que notre mission avant, qui était gestion mise en valeur du patrimoine religieux et touristique du Mont-Saint-Joseph, pouvait être mis à profit pour la mise en valeur et la gestion du patrimoine naturel du Mont-Saint-Joseph aussi. Donc, étendre cette mission-là. Donc, le parc régional a été créé. Puis, dans le fond, le but, c'est de créer des revenus propres par les activités de plein air, par l'hébergement qu'on a mis en place aussi. Wow!
Ouais, c'est vraiment trop hot. Tourisme religieux, randonnée, vélo de montagne, hébergement insolite, le Mont-Saint-Joseph propose une variété d'activités, autant pour la communauté que pour les visiteurs. La chapelle accueille même un spectacle numérique immersif qui fait résonner les influences culturelles Micmac à travers la performance musicale de Darlene Kjumenak, une artiste de Gueskapéguiag. On est à 555 mètres d'altitude, mais pourtant nos racines sont dans la communauté de Carleton, Maria, Nouvelle, Saint-Omer. Je pense que c'est la beauté du véhicule d'être une OBNL, la retombée, la finalité des impacts qu'on fait est toujours collective. Peu importe le projet, on essaie d'avoir une vision parapluie, puis que même si on fait nos affaires au sommet, qu'on fasse retomber le maximum sur la communauté. Fidèle à ses propos, Olivier nous envoie vers la microbrasserie du coin. Et il paraît qu'on peut même s'y rendre à vélo, directement depuis le sommet du mont Saint-Joseph. Bien plus qu'une microbrasserie, le naufrageur et son entreprise sœur, la boulangerie-pâtisserie L'Ami Véritable, sont devenus des lieux où les entreprises locales se soutiennent, collaborent et se tirent vers le haut. C'est ici que je rencontre Louis Frank. Salut! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va super, toi! En plus de brasser des bières artisanales bio à partir d'ingrédients du terroir, le naufrageur développe de nombreuses collaborations avec d'autres entreprises de la région. Quand on parle de collaboration, justement, on parle ici, on fait les eaux florales, donc c'est ma sœur, c'est la compagnie de ma sœur. Pourquoi qu'elle se partirait sur une usine? Quand on a les équipements ici, puis qu'on peut travailler ensemble. Il y a la distillerie Marigot à Caplan. OK. Ils font du super bon gin, mais ils font aussi du whisky. Fait que le whisky, il vient brasser son mou ici, Ah. puis il le ramène chez eux, puis il le fermente chez eux. Quand on peut travailler comme ça, je regarde à la boulangerie, on travaille avec la boulangerie, mais aussi la boulangerie travaille aussi avec d'autres. On a un gars qui a un fumoir, il utilise nos cuisines parce qu'on est tout équipés, on a des emballeuses, des compagnies. Mais en partageant les équipements puis le savoir, ben, ça permet de développer justement. C'est pas rentable de tout. C'est pas écologique non plus de se bâtir chacun notre petite usine d'un côté de l'autre. Ouais. Mais quand on arrive et qu'on a déjà nos usines, Ben, on va travailler. Pourquoi pas, tu sais. C'est difficile de trouver du négatif là-dedans, là. Puis quand on sort du côté autre que juste production, mais juste, comme là, la bière que je bois, c'est la Taxi. C'est une belle compagnie de Carleton qui a les croisières en catamaran. Ah, OK. Oui. Ils voulaient quelque chose pour l'aider à avoir plus de visibilité. Bien, parfait, on va faire de quoi ensemble. Puis là, maintenant, bien, la canette permet de voir Taxi à travers le Québec. Que les gens peuvent aller scanner puis voir tomber sur son site web. Puis ça fonctionne super bien. Fait que ça permet aussi le développement, pas juste... Mettre les choses de l'avant. On parle pas juste de la bière, on parle carrément de la communauté. On aime développer notre entreprise, mais on aime surtout développer notre région et notre communauté. Fait que si ça peut être gagnant pour nous, puis qu'on peut être gagnant ensemble, ben c'est mieux, parce qu'on va pouvoir continuer dans le temps. C'est pas mal notre philosophie, là. Ouais, c'est très bien. Ça. J'aime vraiment la façon de voir les choses. Ouais. Et ça, c'est l'esprit gaspésien.